Alors, encore une fois, bon après-midi et bonjour. J'ai le privilège de saluer mon collègue Johan Chapoutot, qui a eu la gentillesse d'écrire et commenter le texte que vous venez de suivre. Monsieur Chapoutot aura la parole. Merci beaucoup, Peter Sloterdijk, pour cette invitation et puis pour la leçon à laquelle nous venons d'assister, qui est un moment assez déroutant, à vrai dire, puisque, à deux égards, puisque vous tentez, dans le cycle de cette conférence, de définir un objet assez peu définissable, qui s'appelle l'Europe. On disserte souvent sur les frontières de l'Europe, sur la substance de l'Europe, sur l'identité de l'Europe, sur l'essence de l'Europe. Or là, on aura l'occasion d'y revenir. Vous avez une thèse, au fond, à la fois civilisationnelle, historique et métaphysique, qui présente l'Europe comme un processus de cumulation et de dynamique cumulative. Donc, déjà un objet peu définissable, peu saisissable. Et par ailleurs, la manière dont vous l'abordez, je ne vais pas parler de méthode, mais la manière dont vous essayez de saisir cet objet est une manière qui est quasiment disparue aujourd'hui, manière humaniste et non spécialiste. D'ailleurs, je me dis qu'au fond, il est bon que vous teniez cette conférence ici au Collège de France, qui est une institution qui a été créée au XVIe siècle en réaction à la maison d'à côté, la Sorbonne, qui avait tendance à sombrer dans un dogmatisme assez ratiocinant de la part des théologiens de cette maison. Et donc c'est pour insuffler un vent frais dans la connaissance qu'on a créé cette institution ici pour se saisir de matières nouvelles. Alors ça peut paraître paradoxal parce que les matières nouvelles, en l'occurrence, c'était précisément l'hébreu et le grec, que les théologiens de la Sorbonne avaient délaissés puisqu'ils se contentaient de la Vulgate en latin. Et au fond, la science les intéressait moins que le dogme. Alors je vous rassure, on a fait quelques progrès depuis, et la maison est tout à fait honorable. Mais vous êtes finalement assez fidèle à l'essence de ce lieu par votre méthode, parce que c'est une méthode qui est ni celle des historiens et ni celle des philosophes. Je m'explique. Elle n'est plus celle des philosophes en Allemagne. Vous êtes un philosophe allemand avant tout, avant d'être un penseur européen et mondial, si j'ose dire. Et il se trouve que votre discipline, la philosophie, en Allemagne, a abandonné depuis 1945 ces traditions d'avant 1945, qui étaient l'histoire de la philosophie et la philosophie de l'histoire, en gros. Puisqu'on estimait, après 1945, que certaines des caractéristiques de la philosophie telle qu'elle avait été pratiquée avant 1945 avaient apporté une contribution à un phénomène que nous connaissons bien et qui avait plongé l'Allemagne et l'Europe dans la désolation. Autrement dit, il s'était trouvé dans les rangs des philosophes allemands des gens qui avaient justifié sous un jour métaphysique le régime nouveau qui était apparu en 1933. Et donc on avait voulu rompre avec ça, après 1945, en axant résolument la pratique de la philosophie en Allemagne vers la philosophie analytique, puisque ça venait d'outre-Atlantique, donc c'était moderne, donc c'était bien. Et puis par ailleurs, c'était scientifique, puisque la philosophie analytique se pique de scientificité par rapport et par opposition au caractère littéraire de la philosophie de l'histoire et l'histoire de la philosophie telle que ça avait été pratiqué avant. Et vous rompez avec cette rupture-là, dans toute votre œuvre, depuis longtemps déjà, en pratiquant résolument une discipline qui est censée avoir disparu donc, dans les années 50, dans les universités allemandes des années 50. Donc les philosophes ne font pas ce que vous faites. Les historiens non plus. Parce que, et là encore, je parle de l'histoire telle qu'elle se pratique en Allemagne après 1945, mais ça vaut très largement également pour la France, on a abandonné l'histoire dite culturelle et la tradition de la Geistesgeschichte en Allemagne au profit d'une histoire qui se voulait scientifique, donc résolument positiviste, qui est une histoire sociale, et donc ça c'est identifié à l'université de Bielefeld, qui a voulu faire une Gesellschaftsgeschichte qui soit quantitative,
assez normée et qui épouse au fond le paradigme de l'explication hypothético-déductive par opposition à la compréhension qui était plus la tradition de la Geistesgeschichte allemande auparavant. Et je dis cela pour essayer de situer un petit peu ce que vous faites, la démarche que vous adoptez, parce que, encore une fois, c'est assez déroutant de voir que dans un même propos, on passe au fond du latin et de l'histoire de la langue latine, telle que vous nous l'avez rappelé au début, jusqu'à l'intelligence artificielle, en passant par les mines du XIXe siècle, les technologies carbonées et le Capital de Karl Marx. Alors je vais reprendre sous forme de commentaire, c'est ce que je fais ici et c'est la tâche que je me suis assignée au fond, ce que vous avez dit depuis le départ. Vous parlez de Rome et vous parlez du latin. Et au fond, en vous écoutant, j'ai pensé à un de vos lointains prédécesseurs, qui est Polybe. Polybe, un homme grec qui a vécu l'essentiel de son existence à Rome au IIe siècle avant notre ère, puisqu'il était un grec vaincu par les armées romaines. Il a été subtilisé à sa terre par les légions romaines, en l'occurrence par Scipion, la famille de Scipion, à titre d'esclave et d'otage. Et il a passé sa vie dans le cercle des Scipions, cercle très privilégié, à rédiger les fameuses histoires, les histoires de Polybe qui nous sont parvenues et qui sont en fait une histoire de Rome. Et ce qui est très intéressant, c'est que Polybe, qui, en tant que grec, essaie de faire l'histoire de cette cité qui vient de battre et de conquérir la Grèce et qu'a priori il ne comprend pas. Il ne comprend pas puisqu'il vient... Alors déjà, il parle d'une position surplombante, même condescendante, puisque Polybe est un grec et considère les Romains comme des espèces d'arpenteurs ruraux et agricoles, tout juste bons à faire du droit ou à faire la guerre, mais certainement pas de la philosophie. Et il se demande pourquoi ces bouseux, au fond, ont réussi à vaincre la patrie de l'esprit qu'est la Grèce. D'où le projet donc, des histoires de Polybe. Et il est peut-être le premier, au fond, à dégager ce paradigme pour l'histoire romaine que vous réemployez pour l'histoire de l'Europe, d'une Rome comme processus d'apprentissage, de traduction, de transposition, de translatio, comme disaient les Romains, ou d'interpretatio, comme ils disaient également. C'est vrai que c'est un phénomène que l'on trouve partout dans l'histoire de Rome. L'interpretatio romana vaut pour toutes les réalités culturelles, à commencer d'ailleurs par la religion, puisque les Romains, qui sont très accueillants, comme les Grecs d'ailleurs, les polythéistes sont toujours très accueillants, les Romains traduisent le panthéon grec, comme ils vont traduire également une partie du panthéon germanique, celtique, etc., en adoptant les dieux qu'ils n'ont pas et en les renommant. Mais ce phénomène d'interpretatio romana, qui est un phénomène de translatio et donc de traduction, vaut également pour toute réalité culturelle, à commencer par la philosophie que les Romains adoptent, et avant même la philosophie, à vrai dire, avant même ce logos particulier qu'est la philosophie, le logos tout court, c'est-à-dire la langue. Les élites romaines sont bilingues dès le second siècle avant notre ère, peut-être même avant, et parlent d'abord et avant tout grec, plutôt que cette langue un petit peu indéfinissable qu'est le latin. Là, je renvoie volontiers aux travaux de la grande latiniste Florence Dupont, qui, il y a 1 an et demi, a fait paraître une histoire littéraire de Rome, une somme sur la naissance du latin et la naissance de la littérature latine, sous le jour justement de l'adaptation et de la traduction, où elle montre qu'au fond, les Romains ont tout copié. Ils ont transposé le thème grec des Hellenica Grammata, des lettres grecques, de la païdéia grecque, en inventant le latin comme langue, avec une grammaire également, largement inspirée du grec, et également en créant un corpus littéraire sur le modèle des Grecs, et en faisant des Hellenica Grammata, au fond des Literae Latinae, qui devaient être enseignés sur le modèle donc, de la païdéia grecque. Et cette plasticité romaine d'accueil, de traduction et de cumulation constitue ce que le philosophe français Rémi Brague a appelé la voie romaine. Europe, la voie romaine.
Pour le meilleur, et vous l'avez montré très largement, l'Europe comme grande école, comme Hochschule, c'est-à-dire comme université et comme université permanente, l'Europe comme processus, parce qu'au fond, ce que vous déployez ici, c'est la logique de la dynamique de l'Occident, hein, pour parler comme Robert Elias, donc pour le meilleur, mais également pour le pire, et vous le dites également dans votre propos, vous parlez de la mine, vous parlez de la pyromanie, au fond, beaucoup de nos collègues géoclimaticiens et historiens du climat parlent désormais du pyrocène pour parler de l'anthropocène, hein, l'âge du feu, l'âge de la consommation et la consomption permanente de cette forêt souterraine que vous nous avez poétiquement rappelée. Et c'est pour ça que je pense également, en vous écoutant, à Simone Weil, philosophe qui est une espèce de comète, un astre de la philosophie française et mondiale. Elle est morte avant 40 ans. Elle a été, dans les années 30, une très grande penseuse. Et elle a publié plusieurs textes qui ont fait ensuite l'objet d'une collation, plusieurs textes sur l'Antiquité grecque, mais alors celle de l'Iliade, c'est-à-dire celle de la guerre, de la violence, et l'Antiquité romaine. Et elle aussi parle d'une voie romaine de l'Europe, non pas au sens, on va dire, métabolique ou plastique de l'accueil, de la traduction et de la croissance, mais au sens de la violence et de la domination. Elle dépeint Rome comme un monument de violence, une matrice de violence épouvantable qui a donné lieu à ce que l'historien médiéviste Sylvain Piron, dans un ouvrage éponyme, appelle l'occupation du monde. Qu'est-ce que c'est que la romanité ? Cette culture d'arpenteurs, de calculateurs, de juristes et de militaires implacables, c'est une gigantesque machine à dominer, à conquérir, à coloniser et à dominer le monde. Bref, c'est tout le programme de l'Europe, au fond, tel qu'il se déploie pleinement et qu'il se réalise pleinement au XIXe siècle, armé qu'il est au XIXe siècle par la puissance de feu, c'est le cas de le dire, hein, de cette forêt souterraine carbonée que l'on va utiliser pour surmultiplier la puissance de conquête et de domination, mais aussi de dévastation de l'Europe. Parce que vous parlez beaucoup de boucles rétroactives et de dynamique cumulative d'apprentissage, mais vous parlez également de la manière dont on parle aujourd'hui des boucles rétroactives. Qui parle de boucles rétroactives aujourd'hui essentiellement dans l'épistémé, hein, dans le savoir? Ce sont nos collègues géoclimaticiens qui sont bien obligés de constater les conséquences d'une surcarbonation du monde, d'une inflammation du monde depuis l'âge du Pyrocène, et qui sont bien obligés de constater que les désastres que nous avons commencé à infliger au monde, eh bien, ces désastres entraînent des dynamiques cumulatives, mais cette fois-ci totalement indépendantes de notre puissance d'action, dynamiques cumulatives que nous voyons dans les différents dérèglements climatiques et dans cet effondrement dont, selon le secrétaire général de l'ONU lui-même, nous assistons déjà au commencement. Philosophie de l'histoire, donc, et histoire de la philosophie de l'histoire avec, au fond, votre proposition, il me semble, c'est une histoire métaphysique de l'Europe, avec comme moteur métaphysique, comme source de l'histoire de l'être, pour parler selon un philosophe que vous aimez bien par ailleurs, cette dynamique cumulative et ses conséquences. Voilà très rapidement, au fond, ce que, en honnête homme et en auditeur, en historien versé un petit peu dans la philosophie également, j'ai pu tirer de votre propos. Merci beaucoup. D'abord, je suis très reconnaissant pour cette tournure que vous avez choisie au début de votre contribution de distinguer manière et méthode. Et je crois que je me trouve effectivement entre les deux. Il n'y a pas de véritable méthode dans ce que je fais, mais un peu plus qu'une manière.
je ne suis pas maniériste, mais je me trouve dans un état d'un collectionneur de théories à un moment où on n'a pas encore une nouvelle grande théorie à l'horizon. C'est-à-dire, nous vivons parmi les débris des grandes théories. D'ailleurs, à vous, on doit un des livres les plus passionnants concernant ce sujet, parce que votre grand récit est pratiquement une somme des visions abîmées parmi lesquelles nous vivons. Nous construisons nos survies avec les restes du christianisme, avec le reste de philosophie, avec du reste avec le reste de ce que nous savons encore du soi-disant Ancien Testament, hein, qu'on appellerait mieux le Tanakh, comme les Juifs appellent leur Sainte Écriture. Et on bricole encore un peu avec des théories des systèmes, avec un peu de sociologie, un peu de théorie des discours, un peu de jeu de langage, un peu de wittgensteinianisme plus ou moins décadent. Et de temps à autre, quelqu'un élève sa voix pour nous rappeler que le langage est fondé sur la fonction de l'appel, ou de l'appellatif, ou du vocatif, ou de l'exhortatif, et pas sur la phrase qui représente un état de fait. Hein. Mais au fond, quand vous dites... Mais vous avez fait une allusion à la situation du penseur Polybios, vivant dans une ville de Rome à l'époque des empereurs, qui réfléchissait dans une tonalité presque biologique, ou de toute façon post-aristotelienne, sur ce qu'il prenait pour le cycle des constitutions. Il distinguait 6 ou 6 constitutions, la monarchie, l'aristocratie, la démocratie, et les formes de décadence respectives, c'est-à-dire la décadence de la monarchie, c'est la tyrannie, la décadence de l'aristocratie, c'est ce qu'il appelle timocratie, et la démocratie, dans sa déchéance, devient quelque chose qu'on appellerait en terminologie moderne une mobocratie. Oclocratie chez Polybe. Oclocratie, oui. Et il observe une rotation douée d'une direction. Parce que à la fin de toute décadence, si tout cela ne peut plus tomber plus en bas, une véritable monarchie réelle devrait être capable de renaître. Mais c'est une première version de ce que est devenu une philosophie de l'histoire. Mais nos philosophies de l'histoire ne sont pas pris dans cette matrice païenne, parce que la philosophie de l'histoire de type moderne, après Bossuet, après Voltaire,
après les hommes des Lumières françaises, ce sont tous des auteurs qui cherchent des nouveaux vêtements pour le christianisme. C'est-à-dire la main divine qui gère l'histoire du monde réapparaît chez Hegel, mais aussi chez les grands auteurs des Lumières françaises, dans un très beau anonymat. Nous avons deux siècles de christianisme anonyme derrière nous. Et si vous voulez inclure l'épisode marxiste dans cette histoire, et c'est une hypothèse relativement plausible, nous avons passé notre temps avec les formes de l'anonymat du christianisme. C'est une des raisons pourquoi je vous propose pour notre prochaine séance un discours, je dirais, pratiquement inouï sur le sol français, parce que je vais parler sur un penseur inconnu en France, mais aussi très peu connu en Allemagne, qui s'appelle Eugen Rosenstock-Huessy, qui a introduit une version d'une théorie de l'histoire fondée sur l'hypothèse que depuis la Révolution française, la meilleure partie du christianisme s'est transformée dans un anonymat séculier. Je vais raconter cette histoire la prochaine fois. Et le titre de tout ça s'appelle Out of Revolution. Les Européens, selon lui, seraient les enfants de la Révolution. Mais pour lui, il n'y a pas seulement une révolution, comme pensent les Français, mais il y en a 5. Et la première, c'est celle du pape. La deuxième, c'est celle de Luther, mieux connu sous la notion de réforme, qui est, politiquement parlant, la révolution des princes. Après la révolution britannique du XVIIe siècle, la quatrième, la révolution française, et le dernier chapitre est consacré aux événements que nous résumons maintenant sous le titre Révolution russe. Une longue histoire de quasi-frustration. Et comme il est impossible de trouver un interlocuteur pour ce sujet, il ne me reste que faire un séminaire avec moi-même et vous. Donc vous aurez le plaisir un peu doutable de m'écouter 2 fois. La voie romaine, c'est un sujet qui me hante depuis une trentaine d'années. Ma première publication consacrée à une question européenne devait beaucoup déjà au livre que vous venez de citer, Rémi Brague, La voie romaine. Je crois que c'est l'interprétation probablement la plus profonde et la plus modeste qui soit pour caractériser le phénomène européen, parce que Rémi Brague propose le concept de secondarité pour comprendre ce que ça veut dire d'être un Européen. Les Européens n'ont jamais prétendu être la source d'eux-mêmes, parce qu'ils sont pratiquement, ils ont un don particulier pour l'héritage. D'abord, ils ont hérité des Grecs, puis ils ont hérité du christianisme, qui à son tour a hérité du judaïsme, qui à son tour a hérité de l'égypticisme.
Donc, on est historiquement bien branché, surtout vers l'Orient. Hein. D'ailleurs, un des grands scandales de l'hellénisme américain, c'était la publication d'un livre d'un helléniste américain, Martin Burnell, sous le titre Black Athena, Athènes noire, où il dépistait les origines du culte des divinités féminines chez les Grecs vers des sources orientales. Donc une révélation très mal reçue pour les représentants du discours académique. Mais notre problème principal, je ne sais pas si j'ai bien compris dans votre réponse, si vous avez vraiment souligné, comme je l'aurais souhaité, le rôle du mimétisme fatidique du romanisme. La voie romaine, c'est une chose, mais le mimétisme impérial qui a perverti la construction des États modernes sur le sol de l'Europe, c'est toute une autre chose. Donc la secondarité philologique, philosophique, religieuse des Européens, c'est quelque chose de très, très, très précieux. Parce que c'est aussi rien d'autre que l'enseignement de la modestie culturelle. Hein, parce que nous sommes des élèves et on veut être élève. Peut-être vous vous souvenez du passage dans mon discours où je disais la grande invention de l'Europe, ce n'est pas le maître, c'est l'étudiant. Et c'est probablement la seule culture qui n'est pas maîtrocentrique, à part la France, bien sûr. Et il ne faudrait pas dire cela à Paris, et précisément à Paris, où un énoncé de ce genre devient nécessairement faux. Mais il est moins faux qu'il y a 20 ans. Hein, parce que le métrocentrisme français c'est plus ou moins effacé avec le temps. Et aussi les maîtres se sont reconvertis en étudiants. Et c'est quelque chose que nous partageons, on apprend ensemble. Et je crois que cette nuova scienza, pour parler avec Jean-Baptiste Aveco, la nuova scienza des mécanismes auto-alimentants. C'est la logique du feedback. Ça change vraiment la donne dans le domaine des théories et ça va approfondir notre compréhension du monde. Et non seulement parce que le meilleur joueur de Go vient de perdre son duel avec un ordinateur. Ça fait déjà 8 ans et on souffre encore parce que le dernier représentant de l'humanité, le meilleur joueur de Go, un Sud-Coréen, il a résigné et il croit carrément avoir perdu son humanité dans ce jeu fatidique. Il a perdu 1-4 contre l'appareil. Et nous sommes tous en train d'apprendre à perdre contre les machines. Et à apprendre le deuxième stage
de l'étrangeté inquiétante, hein, où les hantises ne présupposent plus des morts pour nous hanter, hein, parce que les nouveaux spectres viendront de l'avenir. Hein. Il ne faut pas être mort pour revenir. Hein. Ça c'est nouveau, hein, parce que aussi au niveau de la logique du temps, il y a des renversements assez inquiétants. Est-ce qu'on a encore des éléments concrets sur lesquels on voudrait parler? Peut-être cette question du overstretching. Hein, c'était mon argument dans la dernière leçon où je voulais expliquer pourquoi l'Europe ancienne était condamnée. Hein, parce qu'elle était tout simplement trop petite pour héberger une dizaine de prétentions d'empire. Et maintenant, elle est trop petite même pour une seule prétention. Non, ce sur quoi j'aimerais revenir, c'est sur cette histoire de spectres qui viennent de l'avenir, en fait. Je trouve ça assez sidérant comme proposition, parce que de fait, alors il y a des philosophes qui ont développé ce qu'on appelle une ontologie H-A-U-N, hein, non pas une ontologie O-N-T. Mais effectivement, l'ontologie H-A-U-N est toujours liée à une rémanence du passé ou à un retour du passé. Là, un retour de l'avenir ou une provenance de l'avenir, c'est quand même plus déroutant. Et au fond, on touche là à ce qu'on pourrait appeler l'antéléchie, c'est-à-dire le parachèvement, hein, du régime moderne de temporalité. Vous en avez parlé tout à l'heure. Et en vous écoutant, moi je pensais aux travaux de Christophe Charles, professeur à la Sorbonne, donc pas très loin d'ici, qui a publié un livre magistral qui s'appelle Discordance des temps. Et il reprend, bien entendu, les réflexions et les travaux de Reinhard Koselleck sur les horizons d'attente et sur le régime moderne de temporalité que François Hartog ensuite a développé en parlant de régime d'historicité. Le régime d'historicité moderne, et vous le dites également entre les lignes, c'est une rupture qui s'opère avec la querelle des anciens et des modernes, hein, que vous avez cité au XVIIe siècle, ce moment où effectivement on ne plie plus le genou devant les anciens, parce qu'on estime que, étant des habitants ou des contemporains du siècle de Louis le Grand, on n'a pas à entrer en révérence devant le siècle de Périclès ou devant le siècle d'Auguste, et qu'au fond, les créations quasiment ex nihilo du grand siècle, hein, du XVIIe siècle, valent bien les imitations ou les pâles imitations du siècle d'Auguste, du siècle de Périclès. Donc Reinhard Koselleck date de ce moment-là ce que François Hartog appellera ensuite le régime moderne d'historicité, qui effectivement est plus intéressé par ce qui va venir que ce qui provient d'avant. Et ça, c'est quelque chose effectivement, que nous vivons en permanence. François Hartog ajoute à cette dimension de projection dans l'avenir la stase dans le présent, ce qu'il appelle le présentisme, c'est-à-dire le fait d'être assigné à un présent qui, au fond, n'a pas de provenance et qui n'a pas forcément de destination. Vous y faisiez allusion tout à l'heure avec le consumérisme acéphale de Dubaï, de Londres, de New York. Et on retrouve ici, au fond, une critique de la modernité qui vient de gens qui vous ont nourri, il me semble. Hein. En gros, pour aller vite, à gauche, l'école de Francfort, et à droite, Heidegger. C'est une critique de la modernité comme lieu de l'absence totale de pensée, de culture, et chose que nous vivons d'ailleurs au quotidien, il me semble, dès que nous ouvrons un écran de télévision ou dès que nous écoutons un ministre actuellement. En France, en tout cas. Est-ce qu'on peut encore dire quelque chose sur le problème de la communauté européenne en tant qu'entité géopolitique?
Bah, allez-y. Hein. Pas moi. Allez-y. Pas grand-chose à dire. Vous savez, ma communauté européenne à moi, elle s'arrête en 1945. Hein, donc là, c'est vite vu. Hein, c'est une autre idée de l'Europe. Non, allez-y. Il y a eu un événement qui a contribué au décentrement de l'Europe plus que toute autre chose. C'était l'événement de Hiroshima. Hein. Je veux dire, il y a un moment dans l'histoire du monde où le sommet de la méchanceté future n'est plus entre nos mains. Hein. Ça c'est nouveau. Hein. Parce que toute histoire, pour parler comme Marx, est pour ainsi dire l'histoire de l'armement. C'est pas la lutte des classes, ni tout simplement la guerre. C'est toujours la question de la portée des armes. Et le 19e siècle, une des raisons pourquoi j'ai préféré citer Alfred Nobel comme un personnage fatidique, hein, parce que il a fait la plus grande contribution à la modernisation de la mauvaise volonté. C'est-à-dire, avec ces moyens, tu peux tuer à la plus grande distance. Il ne suffit plus d'être s'éloigner, parce que la mauvaise volonté te trouve partout. Et je crois que aujourd'hui, nous vivons encore de nouveau sous l'ombre d'une mauvaise volonté qui veut se réaliser à nos dépenses. Ça c'est nouveau, parce que le monopole de la mauvaise volonté, la faculté de tuer in distance, avait été un privilège européen tant que la grande artillerie était européenne. Et avec les événements de l'été 1945, il y a eu un changement profond de cette qualité, et la capacité de nuire à autrui a changé de camp. Et nous sommes devenus, pour ainsi dire, des parasites ou des spectateurs du titanisme nucléaire. On le fait déjà depuis presque 80 ans. L'année prochaine, ce sera le 80e anniversaire de Hiroshima. Alors, depuis 80 ans, on est dans la position du spectateur d'un spectacle absurde dans lequel les plus grandes mauvaises volontés du monde s'affrontent pour se promettre mutuellement l'extinction complète. Et vivre à l'ombre d'une telle situation n'est pas très prometteur. Prometteur, pas aussi du point de vue si on peut retrouver une belle narration pour nous-mêmes. Parce que la belle narration, ça serait celle qui nous assurerait que nous pouvons sortir de l'ombre nucléaire. Ce qui semble impossible jusqu'à nouvel ordre. On vit toujours sous cette parapluie de l'absurdité. Ce qui est intéressant, c'est que vous définissiez l'Europe comme une série de réactions cumulatives. Or là, de fait, la logique de la bombe atomique, c'est précisément des réactions en chaîne. Et là aussi, c'est une autre antéléchie de l'Europe, finalement, que cette bombe atomique qui réalise ce programme quasiment leibnizien, au fond, hein, de l'Europe, comme réaction en chaîne et comme destruction, comme dévastation, parce que l'explosion des deux bombes à Hiroshima et à Nagasaki, les 6 et 9 août 1945, inaugure ce que Günther Anders, qui est un élève de Heidegger, hein, par ailleurs, appellera l'obsolescence de l'homme.
l'obsolescence de l'homme, c'est-à-dire ce moment où, confronté à la possibilité de notre non-possibilité et à notre radicale contingence, nous sommes incapables de vraiment penser à un avenir humain. Nous sommes devenus, par notre propre faute et par la logique de ces réactions cumulatives, nous sommes devenus purement contingents. On se croyait nécessaire, y compris par notre puissance de calcul. Et notre puissance de calcul, c'est-à-dire ce déploiement des moyens sans fin, comme disent les penseurs de l'école de Francfort, a abouti à notre radicale contingence. C'est intéressant. Parfois, il y a un silence auquel il est difficile d'ajouter quelque chose. Ça pourrait être un de ces moments, non? Je vous remercie infiniment. Merci, M. Chapoutot.